Nouvelle semaine des formations sur Télémétropole. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à la toute première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec nous. À la une de l'actualité de ce lundi 29 juin 2026, le gouvernement et le CEP s'entendent sur des ajustements autour des controverses liées au décret électoral. Après plusieurs séances de travail, un nouveau texte devrait être publié dans les prochains jours selon le Conseil électoral provisoire. Les modifications porteront notamment sur les attributions du directeur général du CEP. Parallèlement, un nouveau calendrier et un budget sont en voie d'être finalisés. Haïti accueille son premier forum national de l'investissement porté par le programme Global Gateway de l'Union européenne. L'initiative réunit autorités publiques, partenaires internationaux et secteurs privés autour des opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des transports. Également à la une de ce lundi, après la validation par la Cour suprême des États-Unis de la fin du statut de protection temporaire pour des centaines de milliers d'Haïtiens, l'économiste William Savary dénonce l'absence d'anticipation des autorités haïtiennes. Il estime que cette décision à portée politique pourrait avoir des conséquences économiques importantes des deux côtés de la frontière. Bienvenue au développement des titres de l'actualité au terme des séances de travail entre le gouvernement et le CEP sur les désaccords suscités par le décret électoral. Un nouveau décret sera publié dans les prochains jours, a-t-on appris d'une source directe. Ce document prendra en compte les réserves exprimées par le Conseil électoral relatifs aux attributions du directeur général de l'institution notamment. Par ailleurs, un nouveau calendrier et un nouveau budget sont en cours de finalisation et devrait être publié incessamment. Compte rendu, Réti Fortuné. Les récentes discussions entre le Conseil électoral, le gouvernement ainsi que plusieurs partis politiques ont permis de traiter certains points de litige au sein du décret électoral. Au terme des échanges, les partis se sont entendus pour modifier le document avant de le publier dans le journal Le Moniteur dans les prochains jours. Ces changements concernent notamment certains articles relatifs aux responsabilités du directeur général du CEP, lesquels devraient en principe relever des attributions des membres de l'institution électorale, ainsi que d'autres articles considérés comme une atteinte à leur indépendance. Si tous les points soulevés par les conseillers n'ont pas été retenus, les changements devant être apportés au décret électoral sont tout de même satisfaisants, estime une source proche du dossier. Selon le gouvernement, il s'agit d'une démarche visant à doter le CEP de l'ensemble des moyens administratifs, logistiques, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de son indépendance. Mis à part le décret, l'autre sujet de préoccupation concernant le processus est le report à maintes reprises de la publication du calendrier électoral. Selon les dernières informations dont nous disposons, ce calendrier sera publié d'ici la semaine prochaine. Les conseillers électoraux ont déjà effectué plusieurs travaux en ce sens, a-t-on appris. Il y aura aussi un nouveau budget électoral suite au rejet du précédent dont le montant atteignait la somme de 250 millions de dollars par le gouvernement. Ce nouveau budget sera revu à la baisse puisque plusieurs ministères ont accepté de prendre en compte certaines rubriques pour les dépenses, nous indique notre source. Le Conseil électoral provisoire a déjà réalisé 4 séances de travail avec le ministère de l'Économie et des Finances afin de publier le budget dans les meilleurs délais. Pour le gouvernement, la machine électorale met désormais franchement le cap sur l'organisation des élections. Toutefois, certains acteurs politiques continuent d'émettre des préoccupations quant à la tenue du processus, évoquant la situation sécuritaire, toujours tendue. Lancement du premier Forum national de l'investissement en Haïti dans le but de relancer l'économie sous l'égide du projet Global Gateway de l'Union européenne. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, de l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti Hélène Rousse, ainsi que de dizaines de représentants du secteur privé. Ce forum vise à favoriser l'accès aux opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des transports. Selon l'ambassadrice de l'UE, il constitue une étape importante vers la reconstruction du pays et la restauration de son image trop souvent associée à l'insécurité et à la violence des gangs.
De son côté, le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de son administration à rétablir la sécurité afin de créer un environnement propice aux investissements étrangers. Les propos du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. C'est pourquoi notre action gouvernementale repose sur 2 piliers indissociables. Premièrement, rétablir la sécurité et les institutions démocratiques. Deuxièmement, remettre en mouvement la roue économique du pays afin de créer des emplois, de la richesse et des opportunités pour tous les Haïtiens. Le forum d'aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette vision. Il marque une étape importante dans notre volonté collective de changer de paradigme. Pendant trop longtemps, les relations entre Haïti et ses partenaires internationaux ont été dominées par une logique d'assistanat. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous voulons passer de l'aide au commerce. Nous voulons passer de l'assistance à l'investissement. Nous voulons passer d'une logique de dépendance à une logique de partenariat économique mutuellement bénéfique. Le programme Global Gateway représente pour Haïti une opportunité historique de concrétiser cette ambition. Nous ne sommes pas ici simplement pour solliciter un appui. Nous sommes ici pour proposer des partenariats. Haïti possède des atouts stratégiques considérables, une position géographique exceptionnelle au cœur de la Caraïbe, une population jeune et entreprenante, des ressources agricoles importantes, un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable et la possibilité de devenir un véritable point d'ancrage économique et logistique dans la région. Les 3 grandes thématiques de ce forum illustrent cette ambition. Dans le domaine de l'énergie, nous voulons bâtir un modèle plus résilient, plus propre et plus inclusif, fondé sur les énergies renouvelables et l'accès élargi à l'électricité. Dans le domaine des infrastructures, des ports, des aéroports et de la logistique, nous voulons reconnecter Haïti à l'économie mondiale et faire de notre pays une plateforme de connectivité au sein de la Caraïbe. Dans le domaine agricole et agro-industriel, nous voulons transformer nos filières productives, créer davantage de valeur ajoutée localement et ouvrir de nouveaux marchés à nos producteurs. Autre dossier à Métro News, les personnes déplacées hébergées dans les locaux du ministère des Travaux publics ne cachent pas leur frustration face aux conditions dans lesquelles elles luttent quotidiennement pour survivre. Certaines doivent payer pour accéder aux toilettes et beaucoup d'autres ne supportent plus l'idée de rester dans les camps. C'est dans ce contexte que la Caisse d'assistance sociale a organisé plusieurs activités visant à leur permettre de bénéficier de certains droits fondamentaux, notamment l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Comment s'est déroulée cette journée? Réponse dans ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes au camp de déplacés qui se trouve au local du ministère des Travaux publics, situé à Delma 33, plus d'1 an depuis que de paisibles citoyens ont été forcés d'abandonner leur maison. Les conditions de vie sont loin d'être réjouissantes. Moi-même, j'ai 13 mois dans le camp là. 13 mois, ça me dit dans le camp, 13 mois misère. 13 mois calamité, 13 mois pas bien vie. Moi-même non quand là, moi-même pas de bon comité vrai, pas de bon entente vrai, pas de bon regardez pas de tête ensemble là vrai parce que tout ça qu'a fait là c'est pas monde pas le fait. Ou même qui malheureuse qui besoin l'on pas ka joindre ni, ou même qui n'a besoin l'on mal pour joindre ni, l'on mandel c'est super supplier moun pour joindre pas ka joindre ni. Même qui 13 mois en côté, m'a passé misère mal dormi même toilette pour toi de pas ka toilette. C'est 25 gouttes pour pédo, pas 25 gouttes là c'est toilette dans sachet al jeter dans fatra. Nous rencontrons cette mère de famille avec sous son bras un bébé de 4 mois en quête de soins à l'occasion de la clinique mobile organisée par la Caisse d'assistance sociale. On va vivre bien même. On va vivre bien dans l'espace là, dit tout. Tu vois que ça là, moun yo à cause qu'on a petit, y a voyé toilette de porte la caillou, y a voyé mandat baou, même nous parler pour nous gaou, nous ga voyé mandat baou boy petit tout. Baou, y a même bail petit baou, pour agir dans l'état avec après tout bagay. Ça n'a pas bon mettre de l'eau. Oui, des petits tout. Sous sorti à inédit matin parler pour petit tout,
petit talent et mercredi, il voit mandat ba ou. Sur les lieux, plusieurs employés de l'institution ont été remarqués. Des personnes âgées se regroupent et de longues files d'attente attirent l'attention. 300 parmi eux viennent allonger la liste des bénéficiaires de l'institution. Ça veut dire que le projet a continué. Là-bas, nous prenons 50. Dans le camp MSF, là, je dis à nous prendre 50 ici à tout. Donc, il faut me dire nous bonne nouvelle. Chèque et nous prenons 200 handicapés avec petit grand monde l'autre bon dans l'espace MSF là. Donc, ici, on apprend 300 je dis. OK? Et très prochainement, moi déjà invité nous pour que nous venions couvrir l'ambiance parce que nous avons pour nous distribuer 200 chèques dans l'espace où nous avons fait activité la fois dernière là. Je dis on apprend 300 personnes là. Une initiative qui permet aux déplacés de jouir de certains droits fondamentaux de la personne humaine, notamment celui à l'éducation. C'est à essayer de monde ça, monde qui plus faible, donc monde qui plus vulnérable. Je dis là, n'a fait clinique mobile pour environ 2000 personnes n'a soigné ici et nous porter des médicaments de bonne qualité. Nous avons de bons professionnels chevronnés comme médecins. Donc nous avons tout package là. Nous avons urologue, nous avons généraliste, nous avons pédiatre, nous avons ophtalmologue, nous avons tout package là et tout le monde ça c'est des employés de la CAS. OK? Tout le monde ça c'est employé CAS, c'est pas médecin à de l'autre côté, ni stagiaire pour nous faire show. C'est des médecins chevronnés nous avons au niveau de la CAS. Donc c'est ça activité qui Des activités au profit des déplacés organisées par la CAS, l'accès aux soins de santé, à l'éducation entre autres. Le DG de l'institution, Johnny Raphaël, entend rapprocher les services publics de la population. Dossier TPS, la décision de la Cour suprême des États-Unis de valider la fin du statut de protection temporaire pour 350 000 Haïtiens était largement prévisible, mais elle met en lumière un manque de préparation de la part des décideurs à Port-au-Prince, estime l'économiste William Savary. Il rappelle que les migrants constituent pourtant un moteur économique important pour leur pays d'accueil. Selon lui, cette mesure s'apparente à une nouvelle manœuvre politique de Donald Trump visant à consolider son électorat. Si Haïti demeure fortement dépendante des transferts de fonds de sa diaspora, l'arrêt du TPS pourrait à long terme pénaliser davantage l'économie américaine que celle d'Haïti, soutient William Savary. Toutefois, l'économiste déplore que les autorités haïtiennes s'enlisent dans des politiques économiques structurellement faibles sans véritable perspective de relance. Il faut au prime abord signaler que le problème de l'immigration aux États-Unis est un problème politique. Et M. Trump a été élu sur la base qu'il serait un président pro-américain et anti-immigration. Donc la décision ne devait pas surprendre quiconque, parce qu'il avait déjà annoncé les couleurs dès les premiers jours de sa campagne présidentielle. Maintenant, ce qui devait nous inquiéter, c'est le manque de préparation des leaders de chez nous qui font face à un problème un problème économique, qui ont été très hésitants en matière de décision politique et en matière de décision économique pour la nation haïtienne. Parce que c'est comme si vous vous rappelez, il y a à peu près 5 ans ou quelques années que la République dominicaine avait pris une décision pareille. Et la décision avait été d'expulser les Dominicains d'origine haïtienne de la Dominicanie. Et à l'époque, on parlait d'un retour en Haïti de près de 1 500 000, 3 millions de personnes. Je m'en souviens avoir fait un programme avec vous, avoir intervenu sur Métropole sur ce sujet. À l'époque, nous avons évoqué un fait très important. L'immigration ne bénéficie pas seulement des gars qui travaillent dans ce pays. Par exemple, si vous prenez aux États-Unis, un gars qui travaille aux États-Unis, qui est un immigrant, qui gagne à peu près, disons, $50 000 l'année. Des $50 000 l'année, selon les chiffres de la Banque mondiale, il y a à peu près $2 000 à $2 par année qui constituent les virements vers Haïti. Ça, ce sont des statistiques en moyenne que la Banque mondiale a pu déterminer. De la balance, c'est des $48 000 qui restent, le gars, il verse des impôts aux États-Unis dans l'ordre de 30 à 40%. Ce qui veut dire qu'il paie aux États-Unis à peu près $20 000 d'impôts au gouvernement américain. Donc, toutes choses confondues, le gouvernement fédéral, le gouvernement local. Donc, si vous voulez,
le gouvernement local, le gouvernement fédéral, tout ceci bénéficie des impôts que payent les migrants aux États-Unis. Ce qui lui reste, il paie pour maintenir un standard de vie, il paie pour une voiture, il paie pour l'école de ses enfants, il paie pour la bouffe, il paie pour se procurer une maison. Donc c'est quelqu'un qui participe activement dans l'économie américaine. Et ceci est vrai pour quel que soit le pays, quels que soient les migrants, que les migrants soient haïtiens, qu'ils soient africains, qu'ils soient syriens, qu'ils soient ukrainiens, quels que soient les migrants. Maintenant, les migrants apportent à une économie une valeur économique qui est palpable, qui peut être mesurée et qui peut être identifiée. Et ceci se reflète dans les impôts qui sont payés et dans les activités des États, dans les activités du gouvernement, parce que le gouvernement américain, quel que soit le niveau, est financé à partir des impôts qui sont perçus. Et plus que vous avez des citoyens qui sont imposables, plus le niveau des impôts augmente. Donc plus vous êtes en mesure de financer derrière, de financer les programmes sociaux, de financer les programmes non lucratifs, les programmes de gouvernement. Donc, un immigrant, ce n'est pas un indigent, c'est quelqu'un qui participe activement à faire avancer l'économie d'un pays. Donc, lorsque M. Trump, avec la position de M. Trump, qui vise les immigrants comme ce qu'on va dire des scapegoats, et tout ceci pour satisfaire un électorat. Donc, ceci, c'est pas une décision qui tient compte de son contenu économique. Donc, et je dirais que ce sont des décisions qui sont vraies parce que nous avons les élections qui arrivent bientôt et il voudrait préserver la fidélité, la loyauté de son électorat. Donc il est en train de prendre des décisions tapageuses, de faire des annonces tapageuses, mobiliser vraiment son électorat. Mais pour faire prendre des décisions pareilles ont des effets réels sur la vie des gens. Pour refermer la page nationale de Métro News, les forces armées d'Haïti ont enregistré 17 722 candidatures de jeunes âgés de 18 à 25 ans dans le cadre de leur campagne nationale de recrutement menée du 8 au 19 juin 2026, a annoncé le commandement militaire. Les statistiques officielles indiquent que les femmes représentent 25% des postulants inscrits au cours de cette première phase. Les autorités militaires ont également annoncé le lancement prochain d'une seconde phase de recrutement. Celle-ci ciblera des professionnels âgés de 22 à 35 ans, spécialisés notamment en droit, en ingénierie et en médecine. Ces deux campagnes successives s'inscrivent dans un plan global visant à intégrer progressivement 1800 nouvelles recrues au sein des forces armées au cours des 6 prochains mois. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Le gouvernement et le CEP s'entendent sur des ajustements autour des controverses liées au décret électoral. Après plusieurs séances de travail, un nouveau texte devrait être publié dans les prochains jours selon le Conseil électoral provisoire. Les modifications porteront notamment sur les attributions du directeur général du CEP. Parallèlement, un nouveau calendrier et un budget sont en voie d'être finalisés. Haïti accueille son premier forum national de l'investissement porté par le programme Global Gateway de l'Union européenne. L'initiative réunit autorités publiques, partenaires internationaux et secteur privé autour des opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des transports. Également à la une de ce lundi, après la validation par la Cour suprême des États-Unis de la fin du statut de protection temporaire pour des centaines de milliers d'Haïtiens, l'économiste William Savary dénonce l'absence d'anticipation des autorités haïtiennes. Il estime que cette décision à portée politique pourrait avoir des conséquences économiques importantes des deux côtés de la frontière. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole car nous vibrons au rythme du mondial. Bonsoir.